La Tribune des décideurs, chaque lundi, 12h30, un rendez-vous en direct pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions sur latribune.fr et décideurtv.com. Bien sûr, une émission co-animée avec le directeur de la rédaction de la Tribune, Eric Walter. Bonjour Eric. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Chartier. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Jérôme Chartier, vous avez 46 ans, vous êtes député de la 7e circonscription du Val d'Oise, vous avez travaillé dans la finance, plus précisément dans l'industrie des fonds d'investissement. Vous avez émergé médiatiquement bien comme membre de la commission des finances et notamment en tant que rapporteur de la loi portant sur la régulation bancaire et financière, et vous avez crevé l'écran il y a quelques mois lors du duel Fillon-Copé en tant que lieutenant de François Fillon. Vous venez de sortir un ouvrage intitulé et consacré à l'éloge du travail. Alors, 3 grandes catégories dans cette émission. Vous avez commencé à poser vos questions sur le site de latribune.fr. Je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir en direct via le Twitter grâce au hashtag LTDD, la Tribune des décideurs. 3 grandes catégories, je disais, actualité, gouvernement et UMP. On va commencer tout de suite avec une question d'actualité. Ginsen vous demande, monsieur le député, pouvez-vous nous parler de votre patrimoine? Et on sent une pointe d'ironie parce qu'il ajoute, avez-vous une Twingo? Non, je n'ai pas de Twingo, mais mon patrimoine est sur Facebook depuis jeudi dernier, donc je l'invite directement à aller consulter ma page Facebook. Ça sera plus simple. Un peu plus d'emblée, non? Savez, S'il faut aller sur Facebook, ça fait de la publicité. Alors, ça ne fait pas de la publicité, c'est un vrai réseau social aujourd'hui qui est très, très étendu. Non, il est sur Facebook simplement. On ne peut pas savoir le chiffre. Hein. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire de publier son patrimoine. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec l'affaire Cahuzac a provoqué, je crois, un vrai traumatisme chez les Français qui pensent que les politiques peuvent s'enrichir de façon inconvenante. Et en l'occurrence, moi j'ai pris cette initiative, j'ai décidé de publier mon patrimoine pour une seule raison, c'est pour dire aux Français que lorsqu'on est politique, on ne s'enrichit pas, on vit convenablement, que chacun soit certain, évidemment, mais on ne s'enrichit pas, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette démarche, d'ailleurs dans le sillage de François Fillon. Mais pourquoi ne pas vouloir nous dire, là, en direct, le montant? Il faut le publier, mais il ne faut pas qu'on le sache. Ah, pas du tout, c'est simplement parce que j'ai envie que vous alliez voir ma page Facebook. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle du teasing. Voilà. Un mot quand même sur cette démarche. Vous dites que c'est important qu'on publie son patrimoine. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, une espèce de démagogie à vouloir apparaître toujours plus pauvre que le voisin, et notamment pour des représentants de la droite? On voit un François Fillon finalement qui a moins de 100 000 euros sur son compte en banque, qui a passé quand même 5 ans à Matignon où il a gagné quand même pas mal d'argent. On imagine qu'il n'avait pas beaucoup de dépenses annexes. Est-ce que c'est crédible aussi? Est-ce que ça risque pas de vous retomber C'est d'autant plus crédible que c'est vérifié par une commission qui s'appelle la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Et en l'occurrence, c'est crédible parce que ce qui est déposé a une force légale. Et si, par exemple, on omet ce qui est arrivé pour M. Cahuzac, qui a omis de déclarer son compte en Suisse, eh bien, c'est répréhensible par la loi. Il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas cette commission qui l'a trouvé. Donc, parce que la question qui suit, c'est est-ce que cette commission, quel que soit son nom, si elle est transformée, etc., aura-t-elle des moyens d'investigation? Parce que si elle n'en a pas, finalement, on peut toujours déclarer des choses. Si personne ne vérifie réellement, ça ne change pas grand-chose. Le vrai sujet, c'est est-ce que si on a un compte en Suisse, la commission pourra le savoir? Je crains que la réponse soit non. Bien d'accord. Et c'est la raison pour laquelle tout le dispositif qui est présenté par François Hollande en réalité ne répond pas à la question posée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la question qui est posée? C'est est-ce que lorsque je suis président de la République française, que j'ai des doutes sur l'un des membres de mon gouvernement, est-ce que je suis en mesure de conduire une enquête, conduire des investigations de telle sorte que je puisse faire toute la lumière sur la véracité de ces déclarations, oui ou non? Et moi je dis oui. C'est un devoir du président de la République de s'informer sur la crédibilité des membres de son équipe gouvernementale. Je ne parle pas bien sûr de toute autre personne, mais s'agissant des membres de son équipe gouvernementale, oui, François Hollande a le devoir de conduire des investigations. Oui, mais là, la réponse qui est faite par François Hollande et son équipe, c'est de dire finalement, la justice avait été saisie, c'est à la justice de faire son travail. Je termine. Et son argument est aussi de dire, nous sommes une république exemplaire, il n'y a aucune raison que l'appareil d'État se saisisse d'affaires qui ne relèvent pas de la justice et qui donc renverraient à des heures, disons, un petit peu différentes de notre histoire, notamment dans un passé relativement récent. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et
je parle bien des membres du gouvernement. Je ne parle pas des parlementaires. Je ne parle pas de tel ou tel haut fonctionnaire. Je parle des membres du gouvernement de François Hollande. Que François Hollande s'informe sur la véracité des déclarations d'un membre de son gouvernement, c'est non seulement nécessaire, mais c'est même obligatoire. Il doit le faire. Et d'ailleurs, il peut le faire. Il se l'est interdit tout seul. Personne ne lui a refusé le fait qu'il s'adresse à la DCRI ou tout autre service de telle sorte de faire la lumière sur les déclarations de Jérôme Cahuzac. Il aurait dû le faire, c'était sa responsabilité. Pour le reste, vous avez raison, c'est le rôle de la justice, nous sommes dans un état de droit. Mais là, on parle bien d'équipes gouvernementales, de personnes qui ont en charge la responsabilité des affaires de la France sous l'autorité du président de la République. Alors déjà, beaucoup de questions qui nous arrivent. Jeff qui demande combien de métiers exercez-vous en plus de votre mandat? Ça, c'est la question sur les conflits d'intérêts potentiels. Moi, je n'ai pas de métier. J'en avais un plutôt et j'ai quitté toutes mes responsabilités en 2002. Lorsque je suis devenu député. Pourquoi? Parce que je n'avais pas justement envie de rentrer dans des questions qui pouvaient un jour amener un conflit d'intérêts et de le trancher. Est-ce que ça va centrifuger des profils? Est-ce qu'on va se dire qu'on va retrouver plutôt, en effet, ce qui est décrit par certains, une assemblée, une représentation nationale, encore plus de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont un filet de sécurité plus important? Moi, je l'ai fait parce que j'investissais dans des groupes qui pouvaient avoir des relations avec des marchés publics il y a 10 ans de cela. Et donc, par conséquent, et c'est normal, je pense que c'était mon devoir, j'ai préféré, alors même que je devenais député, mettre un terme à cela. En revanche, il y a des responsabilités qui sont parfaitement compatibles. Et j'estime que c'est utile d'exercer une activité professionnelle à côté de son engagement politique. Cette idée qui consisterait à exclure un certain nombre de professions autorisées pour les parlementaires, est-ce qu'elle vous séduit? Est-ce qu'elle est réellement possible à mettre en œuvre? Votre ami Jean-François Copé, vous savez, avait été contesté à l'époque quand il avait cumulé la profession d'avocat d'affaires avec celle de représentant de la nation. Quelle est votre position là-dessus? Mais le conflit d'intérêts, c'est en fonction de chacun qu'il se juge. Je vais aller plus loin. Je suis magistrat en disponibilité, puisque je suis parlementaire. Qu'est-ce que je fais lorsque je vote le budget de la justice? Je m'abstiens, je ne prends pas part au vote, je vote pour, je vote contre, en fonction de la façon dont le gouvernement regarde le budget de la justice. Je vote en mon âme et conscience. J'en suis absolument convaincu, s'agissant de tous mes collègues qui sont aussi magistrats. Et puis heureusement que ça marche comme ça. Lorsque je suis avocat d'affaires, j'espère bien que chaque avocat d'affaires veille à ne jamais être en situation de conflit d'intérêts. Donc voyez-vous, c'est à chaque personne qui devient parlementaire qui doit juger de la possibilité de conflit d'intérêts. Après, la loi est là pour sanctionner les abus, les situations de conflit d'intérêts dès lors qu'elle en a connaissance. JC demande 4,5 millions d'euros pour un ministre. Je crois que c'est, en l'occurrence, la déclaration de patrimoine de Michel Delaunay parue ce matin. Ça fait beaucoup, point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de politique si on a du patrimoine, si on est riche? Mais ça, chacun a son point de vue. Moi, ce que j'observe, je lisais un sondage ce week-end. Les Français se fichent de savoir si telle ou telle personne est riche ou si telle ou telle personne n'est pas riche lorsqu'elle exerce une responsabilité. En revanche, si jamais sa richesse provient d'une origine qui est inconnue, là, le soupçon existe et c'est normal. C'est la raison pour laquelle que quelqu'un ait un gros patrimoine dès lors qu'il a exercé une activité professionnelle, dès lors qu'il a fait un héritage par exemple, ou je ne sais quoi, ou qu'il est riche parce que son compagnon, son conjoint exerce une responsabilité professionnelle qui lui permet une certaine performance d'argent. Moi je pense que ça peut parfaitement passer et au contraire, ça peut avoir un effet bénéfique. Ce côté transparence du patrimoine, c'est que ça peut commencer la déculpabilisation de la relation entre les Français et l'argent. Si on y parvenait, ça serait formidable. Alors qu'un certain nombre de gens quand même continuent à dire, finalement, les Français ont un rapport à l'argent compliqué, le je t'aime moi non plus, la jalousie. Est-ce que finalement cette affaire aura servi d'un moyen de crever un abcès? Parce que ce sondage est intéressant. Vous le disiez, 2 tiers des Français disent je m'en fiche. Alors, sur ce genre de sujet, vous savez, c'est comme les sondages pour le Front National. Les gens disent je ne vote pas, et puis finalement, au final, donc il faut se méfier un petit peu. Mais est-ce que vous pensez que finalement cette affaire aura eu un caractère un peu bénéfique de ce point de vue-là? Vous avez raison sur les sondages, et c'est la raison pour laquelle moi je l'interprète de la façon suivante. Je dis que les Français s'en fichent dès lors que finalement le patrimoine est licite.
et incontestable, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. En revanche, il serait choqué si finalement il se rendait compte que quelqu'un qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, qui n'a pas d'héritage, a un patrimoine considérable alors même qu'il est célibataire. Alors on a des questions sur la réserve parlementaire. Hein. Mémé nous demande que pensez-vous de l'enveloppe parlementaire. On avait eu Purge qui demandait pensez-vous que la réserve parlementaire soit un concept juste et utile en temps de crise? Votre opinion? Oui, c'est une soupape de sécurité, la réserve parlementaire. Ça sert à financer des projets qui sont totalement abandonnés par l'État sur un échelon de proximité. Voilà à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est très utile. Croire que quelqu'un vous est infiniment reconnaissant parce que vous avez pu l'aider au travers de la réserve parlementaire serait méconnaître la nature humaine qui, par principe, n'est pas reconnaissante. Elle a bien raison de ne pas l'être. Mais est-ce qu'on ne tombe pas dans l'opacité à nouveau qui est refusée au niveau individuel? Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas de l'opacité. Simplement, moi, lorsque je finance un projet, j'ai financé par exemple du matériel scolaire dans une école à Sarcelles puisque Sarcelles n'arrivait pas à le financer. Et en l'occurrence, j'ai investi massivement pour ça il y a quelques années. Et je l'ai dit, et je l'ai écrit. Et je peux vous promettre que le maire de Sarcelles n'a pas pour autant fait voter pour moi. J'entends bien, mais là aussi, on reste quand même un petit peu dans le domaine de l'arbitraire, surtout quand on voit les variations qu'il y a dans les montants des réserves parlementaires en fonction de la place de l'élu. Un président de groupe a plus de réserves parlementaires, un président de commission. On est là quand même dans quelque chose qui s'apparente. Enfin, ça n'a pas grand sens. Pourquoi un président de groupe aurait plus qu'un simple député de base? D'abord, les choses ont changé. Je crois que tous les députés de base, comme vous dites, dont je fais partie, moi je suis un député de base, on touche la même chose. Bon, donc on a le même volume de réserve parlementaire. Maintenant, opacité, non. Choix, oui, c'est vrai. Mais la politique, c'est choisir. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tout devrait être normé, que ça devrait faire l'objet d'une nomenclature. Eh bien non, la politique, c'est un choix. C'est lorsqu'on est dans l'entreprise, c'est pareil. Quand on est dans l'entreprise, on passe sa vie à faire des choix et on s'engage sur ces choix. Et bien la responsabilité politique, c'est exactement la même chose. Après, c'est à nous de faire nos choix et de les assumer. Mais c'est un petit peu pareil sur les questions de conflit d'intérêts. Évidemment que je connais énormément de collègues qui sont d'une rigueur absolue s'agissant de leur engagement professionnel. Je n'ai aucun doute sur la totalité de mes collègues s'agissant de leur engagement professionnel. Parce qu'ils exercent une responsabilité et d'un autre côté, ils savent qu'ils sont parlementaires, qu'ils représentent la nation et donc à ce titre, ils veillent à éviter toute forme de conflit d'intérêts. Alors on voit bien qu'on sort d'un épisode où la finance a un rôle prépondérant. Il y a une question aussi de JR. Est-ce que ce ne sont pas les banques au final qui gouvernent ce pays finalement? Servez-vous en tant que politique encore à quelque chose? Quelle est votre analyse de cette situation? Oui, on sert à quelque chose. La difficulté, c'est que nous sommes dans un monde mondialisé avec des niveaux de décision qui, pour bien des cas, sont des niveaux internationaux. Néanmoins, ça n'empêche pas de créer une position française et de la faire circuler, par exemple, au niveau européen. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la loi régulation bancaire et financière s'agissant des agences de notation et de leurs responsabilités. Tout cela a fait progresser le débat et surtout, ça a fait progresser la norme qui aujourd'hui est une norme européenne qui peut-être demain deviendra une norme mondiale. Donc on a un rôle qui est très fort, très puissant sur le territoire du pays, sur ce qu'on appelle les problèmes intérieurs et en même temps sur les problèmes internationaux. On a un vrai pouvoir d'influence et il faut qu'on l'utilise. Alors, on va passer à l'UMP, Eric, non, je voulais juste poser une question sur les paradis fiscaux, puisque ce n'est pas très éloigné de ce qui a été évoqué par Thomas. Ils ont été supprimés à plusieurs reprises par le passé, notamment le dernier mandat, puisque Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'ils étaient supprimés. On voit bien que ce n'est pas le cas, c'est un sujet très complexe. Mais là, on sent que l'Europe a à nouveau avancé sur le sujet, même les Anglais d'ailleurs, qui sont directement concernés. Est-ce que vous pensez réellement que l'Europe est aujourd'hui en situation pour véritablement faire avancer ce dossier des paradis fiscaux? Bon, ils ne sont pas supprimés, les paradis fiscaux. Disons qu'on les a mis sur une liste noire et puis une liste grise pour que tout le monde vienne sur une liste blanche. Bon, on sent qu'il y a une progression parce que tout le monde ressent au niveau international qu'on ne va pas pouvoir longtemps continuer à accepter le principe de fraudeurs fiscaux de différents pays du monde qui viendraient localiser leurs capitaux dans un endroit où ils sauraient qu'ils conserveraient une totale confidentialité. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Les Suisses, d'ailleurs, les premiers, ont commencé à imaginer un système, le fameux système Rubik, qui consiste à dire que quelqu'un peut avoir un compte ensuite sans le déclarer, et en même temps, il y a une quote-part de l'argent qu'il dépose qui va alimenter les caisses du trésor de son pays. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout le monde se dit qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps à avoir une sorte de réserve indienne des capitaux, on va dire frauduleux, pour rester dans la politesse.
nous progressons sur cette voie. Le Luxembourg l'a dit, il veut mettre fin à son secret bancaire. C'est une avancée considérable. Je pense que les Suisses vont continuer aussi à progresser dans la collaboration jusqu'à un jour prochain, peut-être, où ils mettront fin eux aussi à leur secret bancaire pour des raisons fiscales. Moi, je le souhaite. Tout bon citoyen doit payer des impôts et surtout, c'est grâce aux impôts qu'un pays peut fonctionner. Et toutes les entreprises, puisque l'évasion vient principalement des entreprises. Alors, on va ouvrir le dossier UMP si vous le voulez bien. Copec demande pourquoi soutenir aussi farouchement Fillon. C'est un engagement ancien. Je connais François Fillon depuis très longtemps. C'est Philippe Séguin qui me l'a présenté. C'est une histoire, l'histoire du gaullisme social, une histoire à laquelle je suis très attaché. Et on a tissé depuis très longtemps avec François des liens d'une grande proximité. Et moi, je suis un garçon qui ne sait que s'inscrire dans la fidélité. Alors après, c'est sûr qu'on réussit beaucoup moins dans la vie politique sur le plan de la carrière lorsqu'on décide d'être fidèle, mais à chacun ses valeurs. Moi, je suis content d'être fidèle. Bon, une question de flashback qui revient sur cette guerre au sein de l'UMP. Comment est-ce que vous avez personnellement vécu cette belle soirée, dit-il en direct, sur toutes les chaînes d'infos où tout le monde revendiquait la victoire à l'UMP? En tant que téléspectateur, j'ai trouvé ça divertissant, dit-il, mais ce n'est pas le divertissement que je recherche sur une chaîne d'information. On sent qu'il y a eu un traumatisme dans vos partisans, dans votre électorat quand même, de cette guerre fratricide. Dans vos opposants d'ailleurs, c'est tellement énorme. Je crois que tout le monde a été très, très choqué par ça. Oui, c'est vrai, on a vécu une période que je vais qualifier politiquement de difficile. On en est sorti ? Oui, on en est sorti. On est sorti de la tempête, incontestablement. On est rentré dans une nouvelle période. Disons que la mer est encore un peu agitée, mais on navigue vers les eaux calmes. Donc l'UMP est en train de se reconstituer, le dialogue est reparti avec tout le monde. Les fameux petits déjeuners du mardi matin sont des petits déjeuners du comité politique extrêmement intéressants, où tout le monde prend la parole, où la discussion est libre. Et donc, j'ai beaucoup d'avenir pour ma famille politique, mais peut-être qu'il fallait aussi en passer par là. Alors, vous qui êtes dans les petits papiers de François Fillon, est-ce que vous pouvez nous dire s'il va aller à la présidence, est-ce qu'il va être candidat à la présidence de l'UMP ? Eh bien, vraiment, pour vous faire plaisir, la réponse est en juin prochain. Sur Facebook aussi. Bon, mais vous avez un sentiment? Oui, je le souhaite. Oui, je le souhaite. Un accord est intervenu entre Jean-François Copé et François Fillon le 18 décembre dernier. Cet accord précise qu'il y a une nouvelle élection qui aura lieu au mois de septembre prochain. Et donc on pourrait revivre cet épisode. Fillon, aujourd'hui, a envie de s'y engager dans le droit fil de l'accord qui a été conclu au mois de décembre. Est-ce qu'on pourrait revivre cet épisode de guéguerre ou est-ce que ça sera fait de façon plus sereine? Non, parce qu'au moins les règles seront claires. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Les règles étaient quand même très, très floues, très obscures. Et par exemple, pour la campagne en tant que telle, aucun financement n'était prévu. Ça a été vraiment une campagne totalement artisanale de notre côté. Donc il fallait qu'on aille vers un mode de désignation du président de l'UMP, un mode de désignation démocratique. Maintenant, ça va être le cas. Et puis il fallait aussi qu'on puisse parvenir à un élément très important de la vie politique française, qui est la désignation du candidat pour l'élection présidentielle par le truchement des primaires. Ça a été fait à gauche, ça a plutôt bien marché, il faut le reconnaître. Il faut que la droite soit dans la même configuration et que la droite sélectionne son candidat à travers des primaires ouvertes. Oui, mais ce déficit de règles auquel vous faites allusion n'a servi que beaucoup de révélateurs à quand même des lignes de fracture assez profondes au sein de l'UMP, à la fois des lignes politiques et aussi des lignes de personnes. Donc ça n'a pas, a priori, pas disparu. On peut même craindre d'ailleurs que ça s'aggrave dans la mesure où on voit bien dans l'électorat que la droitisation de l'électorat est en train de s'opérer, qui est plutôt, pour faire simple, du côté de Jean-François Copé. Et François Fillon, évidemment, il va être obligé de se positionner par rapport à ça. Donc tout ça n'a pas disparu comme par enchantement. Non, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Forcément, vous allez nous expliquer. En l'occurrence, oui, des différences de personnalité, vous avez raison. Incontestablement, Jean-François Copé et François Fillon sont différents. Ils n'ont pas la même histoire politique, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même façon de concevoir, je dirais, l'engagement politique. François Fillon est plutôt sur un module qui est réflexion pour l'action. Jean-François Copé est plutôt tourné sur un module action et réaction. Ils sont chacun construits de façon différente, je dirais sur certains domaines de façon complémentaire, mais le plus important c'est qu'aujourd'hui ils travaillent ensemble. Et moi, quand même qu'ils ne s'aiment pas beaucoup.
Alors, sur ce point-là, je pense que les choses progressent, et progressent beaucoup plus que l'on peut l'imaginer. En tout cas, aujourd'hui, ils ont trouvé un bon mode de communication dans l'intérêt de l'UMP. Et aussi, ce mode de communication, c'est le leur. Ils se parlent parfois plusieurs fois par jour. Et au fond, on voit que cela fonctionne. Maintenant, s'agissant des lignes de fracture, comme vous dites, au sein de l'UMP, elles n'ont pas attendu le match que Jean-François Copé et François Fillon. Elles existent. Il y a des sensibilités. Ces sensibilités s'expriment, mais autant chez les amis de François Fillon que chez les amis de Jean-François Copé. Alors, plusieurs questions nous parviennent d'internautes qui demandent, que ce soit MILF ou encore Brune, quelle est votre ambition personnelle, vous, Jérôme Chartier, dans ce contexte filloniste? Que François Fillon soit élu président de la République. Et après? Et bien, comme Cincinnatus, une fois ma mission accomplie, je retournerai au front. Bon, ça pourra ressortir dans quelques années, ça, vous savez. Sur le web, Ça rien ne se ressortira. perd. Barbuse nous a posé cette question. Bonjour, est-ce que vous croyez qu'on administre une ville comme on administre une entreprise? On revient un peu sur la question du gouvernement. On va entrer dans le chapitre gouvernemental. Non, c'est des missions qui sont différentes. Ça ne veut pas dire néanmoins que quelques principes de gestion ne peuvent pas être transposés entre une gestion publique et une gestion privée. Le principe de ne pas dépenser plus que l'on a, c'est un bon principe. Le principe de faire des économies, c'est un bon principe. Le principe de chercher la performance, c'est un bon principe. Donc, tous ces principes de gestion, ils existent dans la gestion publique comme dans la gestion privée. En revanche, le principe d'investir dans des missions, lorsqu'on est à la tête d'une collectivité publique sans attendre la rentabilité, eh bien oui, ça c'est vraiment la satisfaction de l'intérêt général et c'est la grande différence entre une entreprise privée, une entreprise publique ou une collectivité publique. Autre question concernant Bruxelles. Papillon85 demande « Bonjour Monsieur Chartier, ne pensez-vous pas que Bruxelles a trop de poids dans les lois de notre pays ?» Ce hiatus entre la politique française et la politique européenne? Je ne pense pas qu'il ait trop de poids ou pas assez de poids, je pense qu'il a mal de poids. Au fond, Bruxelles a un poids qui est mal calibré par rapport à ses responsabilités et par rapport aux responsabilités des parlements et des gouvernements de chacun des pays, tant de la zone euro que de l'Union européenne. Je pense qu'on a un travail aujourd'hui. Le travail, c'est la juxtaposition des responsabilités pour chaque État et pour le niveau européen. Il faut qu'on le conduise. Au fond, depuis que l'Europe existe, on a à chaque fois accumulé des responsabilités supplémentaires, puis essayer de coller un fait démocratique. Ça a pas mal fonctionné. La seule chose, c'est qu'on a juste oublié la bonne coordination de l'ensemble avec chacun des États. Et comment Mais il y a on des lance ça progrès. alors? Par exemple, le semestre européen sur les budgets de chacun des États de la zone euro et de l'Union européenne. Voilà un vrai progrès. On met tous les pays autour de la table, on regarde leurs hypothèses et leurs épures budgétaires et on essaye de les faire coïncider. Cela, c'est une bonne politique au niveau européen. J'ai entendu Nathalie Kosciusko-Morizet émettre une suggestion, c'est de se dire, voilà, mettons-nous autour de la table avec nos amis allemands et juste France-Allemagne, décidons d'une nouvelle dynamique à laquelle souscriront ou pas ceux qui veulent au sein de l'Europe, plutôt que de le faire à 6, 7, comme c'est parfois évoqué, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Est-ce que vous avez une recette pour sortir de cette ornière, cette espèce de paralysie entre Nord, Sud, Europe des 27, zone euro? Oui, j'en ai une. J'en ai une. Pas sur Facebook, ne nous faites pas le coup de sur Facebook. Alors, non, j'en ai une, mais je suis en train de la bâtir. C'est l'avantage de l'opposition, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Enfin, on peut aussi ne rien faire. Mais moi, j'aime bien réfléchir. Et donc, en ce moment, c'est pas les grandes vacances, l'opposition. Hein. Non, c'est jamais les grandes vacances. Et je suis en train de mettre cela en perspective. Et je me suis lancé dans une réflexion qui aboutira d'ici quelques semaines à une solution que je proposerai justement pour répondre à l'inquiétude formulée par Nathalie Kosciusko-Morizet notamment. Et une réaction sur ça, sur cette discussion en tête-à-tête avec la France et l'Allemagne? Est-ce que vous êtes plutôt pour ce genre de Oui, bien sûr, je suis pour le renforcement du pacte franco-allemand, incontestablement. Il y a quelques semaines, il y avait le 50e du traité de l'Élysée. Au fond, c'était une grande démonstration, une grande cérémonie. Et jusqu'au dernier moment, je me demandais si j'allais m'y rendre, parce qu'au fond, je goûte peu les grands flonflons. C'est pas trop mon truc, comme on dit. Et puis j'y suis allé. Et pourquoi j'y suis allé? J'y suis allé parce qu'on traversait une période où il y avait un doute qui s'était instillé chez les Français sur l'utilité, l'intérêt, l'importance du couple franco-allemand. Et j'y suis allé pour marquer ma détermination à ce que ce couple existe, que ce couple soit renforcé, et quelle ne fut pas ma surprise de voir au Bundestag autant de parlementaires français, autant de parlementaires allemands, qui avaient, j'en suis certain, eu le même chemin que le mien en se disant « nous devons être là ». Et voyez-vous, parfois, il y a des moments dans la vie où le simple fait d'être présent
est important et signifiant. Et en l'occurrence, c'était très important que les parlementaires soient très nombreux et très présents ce jour-là à Berlin. Moi, je pense que ça a permis de montrer la force du lien qui existe entre la France et l'Allemagne. Ce lien existe incontestablement et vous avez raison, il y a cette volonté. Mais on est bien obligé de voir aujourd'hui qu'il y a quand même des divergences de fond au sein de l'Europe. Ça va nous amener à parler de la politique gouvernementale sur la politique économique à mener. On voit bien qu'Angela Merkel reste arc-boutée pour des raisons électorales en partie, vous le savez, sur son idée de appelons-la austérité, rigueur, peu importe le mot, et que le reste de l'Europe, et pas uniquement la France, commence à se dire finalement où est-ce qu'on va. Finalement, on va mourir guéri ou guérir mort, pardon. Mais le débat austérité ou pas austérité commence à poindre, et note à gauche bien sûr, mais aussi dans les rangs de l'opposition, en disant finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Alors bien sûr, nous sommes dans une situation différente de celle qu'on a connue il y a 20 ans, on n'est pas en 29, on n'est pas en 30, mais enfin quand même, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir de cette impasse dans laquelle on semble se trouver? Vous posez une très bonne question. Est-ce qu'il faut ou non de l'austérité? Et moi, je réponds qu'on a totalement dépassé le débat. On a face à nous un changement de modèle. L'austérité, c'est quoi? C'est on serre un peu la ceinture pour revenir à une ligne qu'on avait jadis. Mais il ne s'agit plus de retrouver la ligne qu'on avait jadis. On va vers un changement de modèle. On n'a plus les moyens du modèle qu'on se finance aujourd'hui. D'ailleurs, on le finance par la dette essentiellement. Ça fait grosso modo une vraie dizaine d'années qu'on a pris conscience d'un besoin de changement de modèle. Et on reparle des 35 heures à ce sujet d'ailleurs. Hein. François Fillon a relancé un peu le débat. Vous êtes sur ce sujet. Vous avez, je le rappelais en introduction, écrit un ouvrage, L'éloge du travail. C'est ça la sortie de modèle, le changement de modèle, c'est qu'on va se remettre à travailler plus. Ou plus exactement, on va se remettre à aimer le travail, à considérer que le travail, ça fait partie de la vie, que le travail, ça permet de développer un pays, un État, une nation, que ça permet aussi le développement de soi. Voilà ce que c'est que le travail. Mais alors pourquoi François Fillon, qui a été Premier ministre pendant 5 ans, n'a pas mis en œuvre finalement cette politique, par exemple sur les 35 heures? Parce que rien n'est simple lorsque vous êtes aux responsabilités, on l'a bien vu pendant 5 ans. Rien n'est simple. Au départ, vous avez... C'est là qu'on agit. Et oui, vous avez raison, mais au départ, vous avez plein d'envie, plein de volonté. Regardez, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec François Fillon d'ailleurs, dès qu'ils ont été élus en 2007. Et puis, moins d'un an après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la crise financière mondiale que jamais l'Europe, le monde entier n'a connue. Et on se retrouve confronté à cette crise mondiale qui est un changement complet dans notre action politique, mais absolument complet. On s'adapte, on trouve des solutions, on trouve des réponses. Mais pendant ce temps-là, on ne fait pas toutes les modifications qu'on aurait dû faire. Il y a 10 ans, on aurait dû dire les 35 heures, c'est fini. L'avenir de n'importe quelle société, ça passe par le travail. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, se retrouve dans une situation moins difficile que la France, par exemple, au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'elle a accompli cette révolution copernicienne qui consiste à dire on n'est plus dans un modèle où on va pouvoir profiter de la vie. On est dans un modèle où il va falloir qu'on travaille. Il nous reste 2 minutes ensemble pour poser vos dernières questions. Une question sur un éventuel conflit de génération qu'on sent poindre ici et là. BAT P2B nous demande « Les gens qui ont bénéficié des 30 Glorieuses ne devraient-ils pas faire des efforts pour aider la nouvelle génération ?» Là, on est presque sur le dossier des retraites ou des avantages des retraités. Oui, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que toutes ces personnes ont travaillé toute leur vie avec une promesse. Et la promesse, c'était que pendant que eux cotisaient en payant les retraites des personnes qui étaient à la retraite, ils allaient eux-mêmes avoir une retraite dans les conditions qu'on leur promettait par les générations futures. Oui, le modèle change, et la question que je pose, c'est est-ce que finalement les personnes à qui on a fait cette promesse, on doit leur dire finalement cette promesse, on n'a pas pu la tenir. Ou est-ce qu'on doit continuer à dire à ceux qui travaillent actuellement, vous aurez une retraite parce que cette promesse va s'arrêter un jour, tout le monde le sait, la musique risque de s'arrêter? Non, je ne pense pas que la musique va s'arrêter. La musique va s'arrêter si on décide qu'elle s'arrête. Moi, je continue à croire à cette musique et à cette promesse républicaine. Je continue à y croire simplement en disant toute la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps. Oui, mais en même temps, on peut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Ça aussi, c'est la vérité. On est plutôt en meilleure santé qu'on était dans les années 70-80. Donc ça veut dire qu'on travaille de façon plus performante, en meilleure forme. Ça aussi, c'est la vérité. Ce discours de vérité, je pense qu'il faut qu'on le tienne. Et l'idée que ceux qui ont bénéficié de la période de croissance et ont endetté finalement le pays, finalement sont rattrapés au moment de sortir, est-ce qu'elle ne progresse pas aussi parmi les jeunes électeurs que vous croisez dans le Val d'Oise? Oui, enfin, ce n'est pas cette génération qui a endetté la France.
Ceux qui ont endetté la France, c'est ceux C'est qui quand n'ont même pas les années voulu. 80-90. C'est les années 80, mais c'est les années 80 où les socialistes aux responsabilités n'ont pas voulu dire aux Français que le monde était en train de changer. Voilà les responsables. Et la droite n'a pas inversé la tendance de la vie à crédit, de la croissance à crédit. Et la droite n'a pas eu le courage d'inverser la tendance, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on vit sur un train de dépenses absolument considérable depuis les années 80. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé un volume de déficit qu'aujourd'hui, il sera difficile de tout rembourser si un jour on décide de tout rembourser. Une dernière question, Un Eric. petit mot sur le modèle social, puisqu'on y évoque sur la question des allocations familiales et plus généralement sur le plafonnement en fonction des ressources d'un certain nombre de prestations ou la fiscalisation. Quelle est votre position? Je suis totalement favorable. Totalement Bien sûr, favorable. Mais c'est payé deux fois? Mais c'est pas payé deux fois. Si, mais non, puisque mais- vous cotisez en fonction de votre Mais non, salaire des allocations gagne, familiales. Je gagne plus d'argent que d'autres personnes. C'est normal que, s'agissant des allocations familiales, le montant qui m'est dû parce que j'ai des enfants soit plafonné. C'est parfaitement normal. Mais Je vais vous même aller plus payez, loin. vous payez Il plus y a de charges certaines- sociales, donc vous payez deux fois, monsieur le Eh bien, député. écoutez, je suis content de contribuer deux fois à la réduction du déficit Mais alors social pourquoi ne pas français. l'affiche comme ça, plutôt de Mais dire écoutez, je payez l'affiche puisque je le Non, dis non, mais ici. payez Je le plus. fais, en tout cas. Écoutez, c'est la mienne et je l'affiche puisque je le dis ici. Fillon, Et moi, je suis François fier Fillon de ça. pense la même chose? Écoutez, ça, en revanche, Je lui demanderai. Je m'attendais ou sur Il Facebook. est le bienvenu dans la tribune des décideurs. On Eh aura écoutez, plaisir il à faudra que vous recevoir l'invitiez. François Fillon quand il veut. L'appel est lancé. Merci en tout cas beaucoup. Merci infiniment. Jérôme Chartier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci Eric. Merci. Et merci à vous tous pour vos questions. Vous avez l'habitude. Maintenant, 12h30 chaque lundi, on se retrouve avec un nouveau décideur. Merci. À la semaine prochaine.